Écho d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. Au Burkina Faso, au moins 13 personnes ont perdu la vie et 19 autres blessés dans les inondations provoquées par les pluies diluviennes. De sources locales, les victimes sont décédées par noyade ou dans l'effondrement d'habitations précaires. Ces pluies ont entraîné beaucoup de dégâts, des maisons détruites et de nombreux sinistrés. Le gouvernement a décrété l'état de catastrophe naturelle et débloqué une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour faire face aux urgences. Depuis le début de la saison des pluies dans la bande sahélienne, les inondations et les crues provoquent de nombreux dégâts humains et matériels. Les intempéries se sont intensifiées ces derniers jours, obligeant de nombreuses populations à quitter leur foyer. De Dakar à Niamey en passant par Khartoum et Borno au Nigeria, les gouvernements tentent de limiter les pertes. Au Niger, la montée des eaux a fait 65 morts et plus de 3 millions de sinistrés. Le Soudan, où une centaine de personnes sont mortes, a aussi déclaré l'état d'urgence et le Sénégal a enregistré 6 décès. Au Mali, les discussions se poursuivent. Jeudi, la junte a lancé la nouvelle vague des concertations nationales à Bamako. Pendant 3 jours de débats militaires, personnalités politiques et membres de la société civile vont convenir de la feuille de route de la transition et élaborer sa charte. Ceci 20 jours après le coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le comité des experts constitué la semaine dernière a rendu ses travaux mardi à la junte, axés selon un membre sur des propositions sur des organes, les relations entre ces futures institutions, les principes et les qualités de ceux qui les régissent. La coordination des mouvements de l'Azawad, un acteur important du processus de paix, est le grand absent de ces concertations. À en croire son porte-parole, des entretiens préalables entre la junte et la CMA devaient avoir lieu avant le début de la concertation, mais elles n'ont pas eu lieu. De son côté, soucieuse d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, la CEDEAO a placé le Mali sous un régime de sanctions après le putsch, notamment un embargo sur les échanges commerciaux et financiers, ainsi que la fermeture des frontières entre ses pays membres. La pression s'est encore accentuée lundi dernier lors de son 57e sommet. L'organisation sous-régionale a imposé à la junte la désignation d'un président et d'un premier ministre civil avant le 15 septembre et réitéré sa volonté d'une transition de 12 mois maximum. En Guinée, à l'approche du scrutin présidentiel, l'opposition semble de plus en plus fragilisée face à la candidature du président Alpha Condé. Le Front national pour la défense de la Constitution a réagi à la décision de certains partis politiques membres du mouvement de participer à l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain. Dans une déclaration, son coordinateur national, Abdourahmane Sano, estime que de cette décision découle naturellement le retrait volontaire du mouvement. Pour autant, le FNDC, opposé au 3e mandat du président Alpha Condé, ne désarme pas. Le mouvement a tenu mercredi une plénière pour évaluer le combat mené depuis octobre 2019 jusqu'ici, dans l'optique d'envisager de nouvelles actions. Pour le mouvement, il est question de passer par tous les moyens légaux afin de barrer la route à la réalisation de ce projet, qui n'est autre qu'un projet de coup d'État constitutionnel. La haute juridiction guinéenne a validé 12 des 13 candidatures déposées, dont celle d'Alpha Condé et de Cellou Dalein Diallo, son principal challenger. De Conakry, rendons-nous en Guinée-Bissau. Les soldats ouest-africains de la mission de la CEDEAO ECOMIB, déployés depuis 2012, ont commencé à quitter le pays. Leur mission s'est officiellement achevée ce jeudi 10 septembre. La force de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour la stabilité et la sécurité en Guinée-Bissau y avait été déployée après le coup d'État d'avril 2012 qui avait renversé le Premier ministre Carlos Gomes Jr. entre les deux tours de la présidentielle, dont ce dernier était le favori. De plus de 800 hommes au début de son déploiement, elle a finalement compté plus d'1 millier de soldats sénégalais, burkinabés, nigériens et togolais. Ces troupes étaient chargées de protéger les chefs d'institutions et les édifices publics du pays. En République démocratique du Congo, Denis Mukwege est placé sous la garde des forces de sécurité. Les casques bleus des Nations Unies ont repris en main la sécurité du prix Nobel de la paix après les menaces de mort dont il a été victime ces dernières semaines. L'ONU avait suspendu en mai sa protection en raison d'une épidémie de coronavirus parmi les soldats de la paix stationnés à l'hôpital de Panzi à Bukavu, dans la province du Sud Kivu.
Le gynécologue et ses collègues ont traité des dizaines de milliers de victimes de viol. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 en récompense de son combat pour les femmes de son pays. La semaine dernière, des milliers de partisans du docteur ont défilé dans les rues de Bukavu, exigeant sa protection. Les dernières menaces de mort contre le médecin font suite à un nouveau plaidoyer en faveur de la paix dans l'est du pays, dans lequel il propose la création d'un tribunal pénal international pour la RDC afin de juger les graves crimes qui y sont commis contre la population civile. Au Libéria, le président George Weah a appelé à l'amélioration et au durcissement des lois en vigueur et des politiques de prévention et de lutte contre les violences sexuelles. Ceci face à une alarmante recrudescence des cas de viol dans son pays. Depuis des semaines, les Libériennes se mobilisent pour dénoncer une situation critique, l'impunité et le peu d'engagement de l'État. À côté de la pandémie de coronavirus, le pays subit une épidémie de viol. Rien qu'en mai, entre 80 et 100 affaires ont été recensées, avec l'absence de sanctions contre les auteurs, les hommes adultes, connus de leurs victimes dans la grande majorité. La fréquence d'abus sexuels dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, éprouvé par les guerres et le virus Ebola au cours de son histoire récente, est une préoccupation ancienne. Un rapport de 2016 des Nations Unies faisait état de 803 affaires de viol l'année précédente dans ce pays de 4,5 millions d'habitants et dénonçait l'absence de sanctions contre les auteurs. En Ouganda, après au moins 5 mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19, les vols commerciaux internationaux de passagers vont reprendre à l'aéroport international ougandais d'Entebbe à partir du 1er octobre 2020. L'autorité ougandaise de l'aviation civile, dans un communiqué, a indiqué que 13 vols à destination et en provenance de l'aéroport avaient été autorisés pour le premier jour, tandis que 10 sont confirmés pour le deuxième jour. L'aéroport international d'Entebbe a été fermé au trafic de passagers depuis le mois de mars dernier, à l'exception des vols d'évacuation, de rapatriement et du fret. La fermeture a durement touché les secteurs comme le tourisme qui dépendent de l'aviation. La semaine dernière, le président Yoweri Museveni avait chargé l'équipe spéciale nationale affectée du Covid-19 d'examiner la possibilité d'une réouverture progressive de l'aéroport, des écoles et des lieux de culte à l'heure où le pays assouplit ses mesures de confinement. Direction Madagascar, les professionnels du tourisme tentent de se relever après 6 mois d'arrêt total de leur activité. Si les frontières avec l'étranger restent fermées, l'hôtelier, tour opérateur, guide ou encore agence de voyage de la Grande Île sont déjà prêts à accueillir les touristes émises pour le moment sur les visiteurs nationaux. Avec la reprise des vols domestiques et la réouverture en cours des transports terrestres entre régions, les habitants peuvent à nouveau circuler dans le pays. Toutefois, les autorités restent prudentes. Seul l'aéroport de l'île de Nosy-Be, dans le nord-ouest du pays, est autorisé à rouvrir ses vols aux touristes internationaux à partir du 1er octobre prochain. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.